Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de CEO Enlightenment, le podcast où nous explorons ce qui rend nos décideurs et experts exceptionnels. Chaque épisode présente des CEO, des spécialistes et des personnes profondément connectées qui partagent comment leur connexion profonde et un état d'esprit unique influencent la performance de leur entreprise. Je suis Hafeda Aknour, je suis experte en leadership et en développement profond. Et après une longue expérience dans le secteur bancaire et financier, je mets aujourd'hui mon expertise au service de l'accompagnement des dirigeants. Si vous vous dites qu'il y a plus que de la compétence et de l'expertise chez nos décideurs et qu'ils ne sont jamais là par hasard, alors vous êtes au bon endroit. Mon invité d'aujourd'hui est un grand philosophe que j'ai moi-même découvert lors du colloque Sciences et quête de sens de l'UM6P à Ben Guerir, Reza Moghadassi, franco-iranien et professeur agrégé, conférencier et auteur, issu d'un riche mélange culturel entre christianisme, soufisme et bouddhisme. Il explore la quête de sens et le dialogue entre traditions. Il enseigne la philosophie et promeut la méditation en milieu scolaire. Parmi ses ouvrages, La soif de l'essentiel et Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel, où il nous invite à repenser notre rapport au monde et aux autres. Reza, bonjour Bonjour, et merci d'avoir accepté mon invitation. c'est un plaisir, en particulier de parler au public marocain. Merci beaucoup. Alors, Reza, dans un monde où tout va très vite, heu, pourquoi penses-tu que la quête de l'essentiel est devenue si fondamentale pour nos sociétés? Alors dans un monde où tout va très vite, la première chose à dire, c'est qu'il faut, retrouver le sens de la lenteur, retrouver son centre. Parce qu'à force de courir, on perd cet alignement, on perd ce centre, on devient comme un atome désorienté d'une planète en feu. Et donc, la soif de l'essentiel, c'est d'abord cet appel de l'âme à se retrouver, à habiter sa vie, de ne pas être seulement un être hébété, un être halluciné par ce qui arrive, mais un être qui, s'ancre, s'incarne, rencontre sa propre existence et les choix qu'il a à faire à partir de ce qu'il a de plus profond en lui-même. Qu'est-ce que c'est la soif de l'essentiel? C'est pas quelque chose auquel est appelé l'être humain particulièrement aujourd'hui. C'est l'appel qu'il y a en l'homme de tout temps. Se mettre au service du beau, du vrai, du bien. C'est grandir en conscience, grandir en amour. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Simplement, on peut avoir oublié ça, tellement fasciné par l'avoir, par le pouvoir, par, tout ce qui s'agite, tellement entraîné par toute forme de distraction, l'être humain peut perdre sa boussole, il peut perdre son aimant. Alors c'est vrai que la vie n'est pas une route toute tracée. Nous ne savons pas où nous serons dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas un itinéraire tout tracé, mais pour autant, ça ne doit pas devenir une errance. Notre vie, comme le disait très bien Jean-Yves Leloup, est une itinérance et pour cela, il faut retrouver sa boussole. Il faut retrouver cette orientation vers ce qui est lumineux, comme le tournesol qui n'oublie pas de son lien avec la lumière. Magnifique. Et Reza, pour, mieux te connaître, quel a été le parcours ou le cheminement qui t'a mené, vers cette quête, vers cette prise de conscience, que chacun de nous, fait à sa manière? Heu, mais ce qui m'intéresse, c'est d'inspirer les gens par rapport à ton parcours. Comment tu en es arrivé à ça? Alors je dirais que j'avais une trajectoire assez classique, jusque mes années de collège.
Voilà, comme la majorité de mes camarades, j'allais à l'école, je voulais comme tout enfant jouer, m'amuser, je faisais du tennis en dehors de l'école, heu et puis quelque chose qui a quand même produit une bifurcation, ça a été, vers à partir de 14 ans, le hasard d'une rencontre. Hem, alors Paul Éluard disait: «Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous». Alors disons un rendez-vous avec, des maîtres spirituels tibétains, un premier d'abord, Mmh. à travers un professeur de tennis que j'avais qui s'était converti au bouddhisme tibétain. Et ce qui était nouveau pour moi, c'est que pour la première fois, il y avait la figure du sage qui apparaissait, et ça a généré en moi l'amour de la sagesse. Je n'avais plus simplement affaire à un adulte, mais j'avais affaire à un adulte qui manifestait à travers sa qualité d'être un éveil. Alors j'avais dans ma famille des gens d'une grande bonté, d'une grande gentillesse, avec des qualités morales et humaines, importantes, mais là, c'était quelque chose d'une autre nature, comme si cette personne arrivait à lire en moi et me donner, l'enseignement dont j'avais besoin. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que à cette période de ma vie, moi qui étais d'une double culture, à la fois iranienne et française, à la fois musulmane et catholique à travers ma mère, les choses se posaient en termes de quête existentielle sur le mode de la croyance. En quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas être plutôt musulman? Est-ce que tu vas plutôt être chrétien? Est-ce qu'il faut croire en Dieu? Est-ce que Dieu existe ou pas? Sachant qu'en plus, même si je suis né en Iran, j'ai grandi en France à partir de mes 5 ans, et j'ai grandi dans un contexte qui était plutôt assez distant avec le phénomène religieux. Mais toujours sur la question croire ou pas croire, alors si on croit, en quoi croire, et cetera. Et la rencontre avec cet tibétain a été une bifurcation parce que tout d'un coup, ces maîtres m'ont amené à complètement voir les choses autrement, à laisser la question de en quoi est-ce que tu crois pour m'inviter à une expérience, à l'expérience intérieure. Et ça a été pour moi la découverte de la méditation. J'étais assez jeune, 14-15 ans, et je n'ai plus à ce moment-là regardé le monde de la même manière. À ce moment-là, pour moi, la vie n'était plus quelque chose d'horizontal où il fallait essayer de réussir dans la vie, faire des choses qui nous plaisent, etc. Tout d'un coup, prenait une orientation verticale. Mmh. L'appel des hauteurs, l'appel des profondeurs, et que, voilà, grandir, c'était plus simplement, des âges qui défilent. Grandir, c'était s'éveiller de plus en plus à une dimension plus profonde de l'existence. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Magnifique. Et bah, c'est assez, on va dire, inspirant pour toutes les personnes qui justement se posent cette question de en quoi croire, hein, justement parce que le monde dans lequel nous vivons, bah, souvent nous mène dans des situations où, on est face à la disillusion de nos croyances, Mmh. régulièrement. Justement, si on applique ça, à nos dirigeants, si on applique ça aux personnes, responsables d'autrui, si on applique ça aux personnes, qui ont la responsabilité de mener, l'économie quelque part, comment tu vois ces principes, s'appliquer à eux? Et si tu peux faire le lien, avec ton livre, dont le titre est juste extraordinaire, et très inspirant. Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel. Mmh. Je pense qu'il s'applique aussi à l'entreprise de manière assez parfaite. Donc comment tout ça, peut être un enseignement ou en tout cas, une inspiration pour nos dirigeants? Alors la première chose, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes tous des êtres de quelque part, c'est-à-dire que nous avons grandi, dans une certaine culture, à une certaine époque, dans un certain contexte, et que nous sommes les enfants aussi de cette époque, de cette culture, et notre vision du monde, notre approche de la réalité est le fruit de cette histoire. Mais en même temps, pourquoi les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel? Parce que le réel, c'est le réel, et que le réel n'est ni français, ni bantou, ni australien, ni chinois. Le réel, c'est le réel. La condition humaine, c'est la condition humaine. Heu, L'amour inconditionnel n'est la propriété de personne. La claire lumière n'est pas la la propriété de personne. Et donc nous sommes amenés à au-delà de nos cultures, de nos croyances, de notre imaginaire, à partir à la rencontre de ce réel-là.
et qui est au-delà des séparations et des murs mentales. Être quelque part, c'est aussi reconnaître, pour la majorité de nos dirigeants qui ont été formés à notre époque, souvent avec une formation de nature scientifique, que, c'est avoir grandi dans une culture et dans une société qui, du point de vue de notre formation, qui nous a à la fois formés, mais aussi formatés, informés, mais aussi qui nous a donné une forme, et tout ça dans une culture qui s'est coupée de la vie intérieure, qui est très cérébrale, très mentale, et cela rejaillit bien souvent chez beaucoup de dirigeants dans la manière même dont ils abordent les questions et les problèmes. Mmh. Et en ayant réduit, et ça c'est un héritage de l'histoire, de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, un être humain a une sorte de cerveau rationnel. En s'étant coupé de la perspective de la sagesse des anciens ou de la sainteté de l'homme médiéval, pour ce qui est de l'Occident, eh bien, on a remplacé ça par la figure de l'intellectuel ou du savant. Alors figure précieuse, parce que le savoir c'est précieux, mais en même temps, on a amputé l'homme de dimensions fondamentales, et nous sommes à une époque où on a à faire une recollection, à la fois à garder la puissance de la raison critique, de la raison dite rationnelle, et en même temps de retrouver le sens de toutes ces facultés spirituelles, intérieures, qui nous permettent de déployer notre humanité dans un degré à la fois plus complet et plus profond. Retrouver le sens de l'intuition, de l'imagination créatrice. Et donc, ce lien entre ce que j'expliquais tout à l'heure et le monde Mmh. de l'entreprise, ça va être, pour l'être humain que nous sommes, heu, de reconquérir une partie de nous-mêmes, de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur des aspects que notre formation et notre formatage ne nous a pas beaucoup aidés pour y arriver. Mmh. Et donc ça va être par nous-mêmes, à travers des rencontres, à travers des pratiques, Mmh. à travers des lectures que, on va pouvoir le faire. Et on en parlera tout à l'heure à travers ta question, mais il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être très, très précieux pour un chef d'entreprise. Justement, Alors, j par exemple, hem, un chef d'entreprise, éclairé, un dirigeant éclairé, d'abord quelqu'un qui n'a pas perdu son centre. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Quelqu'un qui a qui a apprivoisé cette capacité d'écoute de ce qui se passe en lui, de ce qui se passe autour de lui. Et pour cela, ça demande, un certain temps. Ça demande d'abord, de prendre artificiellement dans sa vie des temps de retrait dans lequel on se met à l'écoute de ce qui se passe en nous, dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Et à ce moment-là, on découvre que notre corps n'est pas seulement un instrument, il est une antenne. Et ça, c'est une sacrée découverte. À travers notre corps, c'est-à-dire une perception fine de ce qui se passe en nous, nous découvrons qu'il y a de l'information qui passe, qu'on est capable de reconnaître. Mais celui qui s'est pas familiarisé avec cette expérience intérieure, il n'entend pas ces signes, il n'entend pas ces signaux. Et donc, il reste relativement aveugle à ce qui se passe autour de lui, aussi bien chez ses interlocuteurs, que ce soit ses employés ou que ce soit ses autres interlocuteurs, d'autres, voilà, avec lesquels il doit travailler, ou que ce soit à travers ce qui se passe en lui. Et cela est une sorte de fermeture au réel qui va être assez dommageable du Mmh. point de vue des décisions et des choix à prendre. Mmh. Deuxièmement, un chef d'entreprise est quelqu'un qui doit être maître de ses émotions. Et être maître des émotions suppose deux choses. Un, n'est pas être l'esclave de ses émotions, mais deux, de ne pas les refouler. Parce que lorsque on ne fait que mettre un couvercle et refouler ses émotions, c'est comme si on ne sortait jamais ses poubelles et qu'on les entassait à l'intérieur de la maison. Heu, à un moment, on en paye le prix, hein. Mmh. Et la pratique de cette attention à ce qui est vécu à l'intérieur pour, se mettre à l'écoute de ce qui se passe au-dedans, heu, permet de faire le ménage. J'aime beaucoup cette distinction qu'on retrouve, pour parler d'abord de notre, bien-être physique. Vous voyez, les 4 fonctions fondamentales chez l'être humain pour sa santé, Mmh. et qui sont les 4 fonctions fondamentales qui se mettent en place dès notre de la sortie du ventre de notre mère. C'est qu'est-ce que fait un bébé? Bah, il veut manger, Mmh. hem, il veut respirer, il veut dormir, et
4e chose qu'on oublie souvent, Mmh. il élimine. Voilà, c'est l'élimination et les parents savent quelque chose lorsqu'ils doivent changer les couches. Eh bien, on a ici les 4 principes fondamentaux d'une vie en pleine santé. Il y a à la fois, il s'agit, de savoir bien s'alimenter, Mmh. il s'agit de réapprendre à respirer. Mmh. On a perdu le sens de la respiration. Ouais. Il s'agit, d'apprendre à se donner des temps de repos, sans quoi rien ne peut émerger. Et puis, il faut apprendre à éliminer. Alors au niveau physique, on sait ce que c'est. Au niveau émotionnel et Mmh. psychologique, éliminer, c'est apprendre à à observer comment notre être vit et traverse les choses que l'on vit. Et et c'est ça que j'appelais cette sorte d'hygiène, psychique. Et puis sur le plan spirituel, si Mmh. on reprend ces 4 principes, eh bien, qu'est-ce que c'est bien s'alimenter? C'est-à-dire, se nourrir de tout ce qui nous élève, se Mmh. nourrir de bonté, se nourrir de beauté, se nourrir pour ceux qui ont une perspective religieuse, de paroles, de symboles, de pratiques qui nous relient à quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous. Mmh. Ça, c'est l'alimentation spirituelle. Du point de vue de la respiration, c'est redonner une place en nous à l'inspiration. Mmh. Et l'inspiration ne peut naître qu'à condition qu'on sorte de l'agitation, de la distraction, de l'entraînement et de l'enchaînement, que notre vie cesse d'être une mécanique désertée par l'esprit et que nous retrouvons en nous cet espace pour pouvoir accueillir une information dont on ne sait pas où elle vient, d'où elle vient, mais qui peut nous traverser. Du point de vue, cette fois-ci du sommeil, le sommeil, c'est pas simplement fermer les yeux, c'est retrouver de la régularité. On quitte la distraction, c'est pour ça qu'on éteint la lumière, on veut plus qu'il y ait trop de bruit et cetera. Le rythme du cœur se devient plus régulier, la respiration et cetera et la vie se régénère comme ça. De la même manière, du point de vue spirituel, nous avons besoin de mettre dans notre vie, des rituels, des, un rythme et une régularité qui permet à notre être de se déployer. Et puis enfin, du point de vue de l'élimination, eh bien, c'est tout le travail de discernement spirituel entre ce qui, ce qui vient en nous comme information et qui n'est pas, qui vient pas du fond le plus lumineux de notre être, et puis ce qui vient euh, d'un fond qui est plus obscur, qui est habité par nos traumas, nos peurs, nos angoisses, notre colère, notre ressentiment, etc. Et il y a un travail de discernement. D'où vient cette information? C'est ce qu'on appelle le discernement spirituel. Voilà. Alors, tu as parlé d'écouter son corps. C'est un sujet qui me passionne comme tu le sais et hem et au fait, souvent, on a tendance à médicaliser entre parenthèses les messages, de notre corps, alors qu'en général, allez, je dirais à 90, ce ne sont pas des mots, mais justement ce sont des expressions Mmh. de choses ou que nous avons soit refoulées ou que nous avons, de manière intellectuelle, casées dans une case qui n'est pas la bonne. Mmh. Et donc par conséquent, bah, le corps il renvoie ou il envoie un gros signal, pour dire, «Non, non, attention, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter, cette chose. Il faut aller creuser plus et l'interpréter différemment». Et donc, bien entendu, quand on n'écoute pas, il y a les maladies, il y a les blocages, on a un blocage de dos, de la nuque, de ce genre de choses. Donc, dans une journée, type d'un dirigeant, avec toutes les décisions à prendre, avec toutes les sollicitations, tu fais toi, l'éloge, de l'art de ralentir en fait, dans l'un de tes écrits. Comment justement dans un monde où on est tiraillé, quand on a ce genre de responsabilité. Comment on peut s'imposer, entre parenthèses, tu en as parlé un petit peu, mais comment concrètement on peut s'imposer de ralentir? Mmh. Heu et mmh et au fait, comment on fait le lien justement,
avec le fait que c'est pas parce qu'on est trop dans l'intellectuel pour la prise de décision que c'est la seule et meilleure façon de faire. Mmh. Oui, oui, parce que tout se passe comme s'il y avait une tension entre la volonté de rendement, d'efficacité, de productivité et la vie d'un leader, d'un chef d'entreprise est une vie très, je veux dire, très remplie et en même temps, on sent bien ce besoin de jachère, ce besoin d'espace, ce besoin de et comme s'il y avait un conflit entre les 2. Je crois que la 1re chose, c'est de bien comprendre que arracher 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à sa journée pour, se dégager de toute obligation, de toute chose à faire, est toujours envisageable. Hem, mais il y a autre chose, c'est qu'on se rend compte que même du point de vue de l'efficacité, de la productivité, lorsqu'on prend un temps de mise à distance, un temps pour souffler, on devient ensuite beaucoup plus efficace. Ça, c'est la 1re chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que il y a une pratique très, très simple, je vais être très pragmatique, hein, Mmh. qui consiste, à chaque fois qu'on commence une nouvelle activité, de prendre 15 secondes de silence, d'immobilité et de silence. Regardez, c'est ce que fait le tennisman avant de servir. Il est en plein match, il va pas faire sa méditation, Mmh. mais pendant quelques secondes, même 4, 5 secondes, avant de servir, le public se tait, il arrête tous ses rites, tous ses petits rituels et cetera. Il a un temps d'immobilité, de silence, rappel de l'attention, rappel de l'intention. Mmh. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Mmh. Et ça, je crois que ça fait partie d'une écologie de l'attention, qui vient mettre du souffle et qui nous permet de réhabiter ce qu'on fait, de remettre de l'intention dans ce qu'on fait et ça ne prend pas de temps. 5, 10 secondes, 15 secondes, c'est Mmh. déjà énorme, avant entre chaque activité. Hem, on entend beaucoup parler d'épidémie de burn-out, Mmh. mais le burn-out, il est lié à 2 choses. Mmh. C'est pas la quantité de travail, c'est pas la durée du travail. Le burn-out, c'est lié d'abord à une dispersion de l'attention, d'être sans arrêt interrompu dans une activité. Soi-même sans arrêt s'auto-interrompre en faisant 40 000 choses ou en se laissant interrompre par son téléphone, par un coup de fil, euh, ce que doit faire un dirigeant, c'est apprendre à s'abstraire lorsqu'il fait quelque chose, de se donner pleinement dedans et ne pas se laisser interrompre son attention lorsqu'il est en train de le faire. Et ça, c'est une hygiène de l'attention. Voilà. Donc la première raison, c'est ça, Mmh. c'est cette destruction de notre attention à travers le zapping. Voilà. Et la deuxième raison, c'est lorsque nous avons le sentiment que notre travail est une mécanique désertée par l'esprit, répétitive, ennuyeuse, on ne voit plus le sens. Quand Mmh. quelqu'un a le sentiment que ce qu'il fait n'a plus aucun sens, eh bien petit à petit, il est en train de mourir psychologiquement. Mmh. Et ça produit du burn-out. Donc c'est l'absence de sens et la destruction de notre attention et ça, je crois que sans trop prendre dans notre temps, vous voyez, je vous disais quelques secondes à un différent moment de la journée. Je parle même pas d'une prière, je parle même pas d'une méditation, Mmh. juste immobilité et silence. Rappel de la conscience. On arrête d'avoir le nez dans le guidon. Il y a une très belle phrase d'Heidegger que je cite souvent qui dit: «Tout fonctionne, 3 petits points, cela est bien l'inquiétant». Alors que le fait que nos ordinateurs fonctionnent, que l'entreprise fonctionne, ça c'est très bien. Mmh. Mais le fait que nous-mêmes ne soyons plus qu'une machine à fonctionner, à ce moment-là, on n'est peut-être pas mort physiquement, mais on est déjà mort psychologiquement. On n'est plus un être humain qui vit et qui fait, nous sommes plus qu'une mécanique. Voilà, donc la première pratique, je dirais que c'est Mmh. celle-là, c'est instaurer des petits temps, avant une réunion, Mmh. pour permettre à tous ses collaborateurs, juste 15 secondes, 30 secondes avant de prendre la parole, de faire le programme de la réunion et cetera, dans lequel on se recentre. On essaye, de retrouver cette virginité du cœur, cet espace intérieur pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour cette réunion. Mmh. Être pleinement présent à ce qui se donne. Est-ce que, dans ta pratique, toi, de ce type de mécanisme, je dirais, tu ressens que justement ta productivité et ta capacité à faire plus s'améliore? Parce que, en principe, si on est, voilà, si on est à chaque fois centré sur ce qu'on fait et qu'on le fait bien, et qu'on prend ce temps de pause et qu'on se régénère et en fait, là,
le corps a cette capacité de nous redonner encore plus d'énergie, justement, grâce à ces mini, je dirais rituels Mmh. et par conséquent, bah, on peut faire beaucoup plus de choses dans une journée, Mmh. que quand on est, voilà, tiraillé, comme tu as dit, par, plusieurs, sollicitations et est-ce que dans ce que ta pratique à toi, est-ce que tu ressens que ça c'est quelque chose qui te donne beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'efficacité. Oui, on pourrait dire qu'il y a 2. C'est toujours une manière de simplifier, mais Mmh, c'est pour essayer de comprendre. Il y a 2 logiques. Soit on essaye de fonctionner avec les nerfs, avec sa volonté mmh, et d'essayer de fortifier cette volonté et par volontarisme, s'imposer ceci, se donner une discipline. Il faut que, il y a qu'à, mmh, allez, je tiens le bon, et cetera et mais il y a un moment, notre être s'épuise très, très vite et on est, on s'épuise, on se fatigue et on déprime et très vite, on sent bien que ça marche pas. On perd en efficacité, en productivité, on se met à procrastiner, et cetera. Ou bien deuxième possibilité, et celle-ci, on nous l'a pas assez enseignée, c'est que on se rend disponible pour une énergie qui va nous traverser, qui ne vient pas que de nous. Et pour cela, pour pouvoir entrer dans cette deuxième expérience, ça suppose de passer d'une logique purement de l'action et d'abord à une logique de la contemplation. C'est-à-dire, exactement comme un artiste qui a besoin d'inspiration, il ne peut pas commander l'inspiration, mais il peut essayer de se rendre disponible à cette inspiration. Et pour cela, il faut renouer avec une couche plus profonde de l'être. Alors un temps de silence, d'immobilité, un temps de recentrage. Si je parle du point de vue des neurosciences, vous voyez, notre corps se met à émettre d'autres ondes, qu'on mmh, appelle parfois des ondes alpha, qui ne sont pas de même nature. Et le lien que nous pouvons avoir à cette énergie dont je parlais tout à l'heure, à de l'information qui va nous traverser pour la prise de décision, pour nos intuitions, etc., suppose d'être en mode alpha et non mmh, pas à partir des ondes bêta. mmh, Et la meilleure manière que l'humanité a trouvée, indépendamment de la religion et des croyances religieuses, c'est l'immobilité et le silence. C'est parfois la musique qui nous aide à y entrer. C'est de prendre des temps dans la nature, c'est retrouver le lien à sa respiration. La respiration, c'est le lien entre le corps et l'esprit, c'est retrouver cette synchronicité. Voilà. Et donc oui, bien évidemment que ça, je le ressens. Alors moi, dans mon travail, c'est un travail je dois écrire, je dois penser, et mmh, cetera et je vois bien que si je me dis: «Il faut que je trouve des idées, il faut que je réfléchisse, il faut que je résolve ceci, il faut que je» c'est laborieux, c'est épuisant, mmh. c'est par contre, le fait de s'arrêter quelques minutes à ne rien faire. Je dirais même plusieurs étapes. La première chose, peut-être avant ça, c'est pour réintégrer son corps, c'est de faire une activité physique qui fasse que notre corps est investi et notamment pour des gens qui sont très, très surmenés comme le sont beaucoup de managers, de leaders et cetera. Parfois même un temps de silence et d'immobilité, c'est déjà trop violent. Mmh. Ils ont besoin d'abord de réintégrer leur corps et une fois qu'on a réintégré son corps, à travers une activité physique, là, prendre un petit temps, pas forcément long, mais ce qui est important, c'est la régularité, un petit temps de silence, un petit temps de retrouvailles et à ce moment-là, on va voir que alors que tout nous paraissait fermé, sans solution, bloqué, il y a des choses qui apparaissent. C'est le mystère de la vie. Il y a quelque chose d'inattendu qui apparaît quand comme une lucarne dans la prison. Voilà et Exactement. ouais. En fait, ça m'emmène à creuser un peu plus, le sujet de l'intuition. Très souvent, les décisions, managériales sont prises, par pas uniquement par le rationnel. Mmh. Je pense que dans le quotidien, d'un dirigeant ou d'un top manager, il va avoir le rationnel va lui indiquer une orientation à prendre, mais, si son intuition, lui contredit cette direction-là, il va certainement mettre plus de temps à prendre la décision ou, tout simplement il ne va pas la prendre, parce que, voilà, il y a on va dire ce conflit entre, l'intuition, ce qu'on ressent et ce que ressent son corps
et la logique d'une entreprise, la logique d'un marché, la logique d'une situation. Et comment en réalité, on peut être plus aligné avec nous-mêmes et justement, prendre cette intuition comme un réel, message à suivre et Mmh. non pas, la prendre comme, un intrus, Mmh. par rapport à une logique, économique. Oui. Alors, je vais prendre une illustration pour, répondre à votre question. J'ai entendu une fois à la radio le grand architecte Jean Nouvel qui a construit d'énormes, tours, d'énormes bâtiments à travers le monde et cetera. Il expliquait quelle était sa démarche, lui, en tant qu'architecte et il y a une première étape où, en effet, il y a quelque chose, de l'ordre du travail intellectuel, où il essaye de comprendre la situation, d'accumuler des informations qui lui permettent de voilà, de comprendre le terrain, de comprendre les enjeux, de comprendre, le pays, la culture, l'espace dans lequel il se trouve, les contraintes Mmh. et un chef d'entreprise doit faire tout ça. Il doit d'abord essayer d'élargir le champ de son information, le regarder sous différents prismes et il y a besoin de ça. C'est pas que d'abord de l'intuition. Mmh. Et ensuite, une fois qu'il a, pendant plusieurs mois parfois, fait tout ce travail de documentation, d'information, et cetera, qui ont commencé à entrer en synergie en lui, au bout d'un moment, il dit: «Stop, maintenant, j'ai assez d'informations. Je ne vais pas chercher encore d'autres informations». Et il a un petit rituel, il s'allonge dans son lit, il éteint la lumière, il met le drap au-dessus de lui et il attend quelques instants dans le silence et ensuite avec ses doigts, il se met à dessiner sur son drap ce qui lui vient. Comme projet, comme idée, comme conception. Donc à la fois son être est riche d'informations qui relèvent du mental, puis tout d'un coup, on arrête le mental et à travers toutes ces synthèses passives, on va voir qu'est-ce qui émerge et là, c'est plus du rationnel, c'est plus du logique, il y a quelque chose de l'ordre d'une puissance créatrice qui peut apparaître. Et je pense qu'un chef d'entreprise ou un leader, il doit tenir les 2. Il y a indéniablement, il a une expertise, un savoir-faire, une expérience, il a appris des choses. Il a su, questionner, voilà, se poser des bonnes questions et cetera. Et puis un moment où, pour la prise de décision, il y a besoin de passer à un autre niveau de conscience. J'aime beaucoup cette formule d'Einstein qui dit: «On ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande un pas de côté et ça, c'est pas avec le mental et la rationalité qu'on va l'avoir. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est magnifique. Alors, un des sujets qui t'est cher, c'est la vie de sobriété. Tu en as parlé lors d'un TEDx et comment on peut, allier, on va dire, cette idée de sobriété, sans renoncer à l'ambition, au progrès et à l'évolution qui s'impose à nous et qui fait ce qu'on est, quelque part? Alors moi, dans cette conférence, j'ai voulu sortir, d'une certaine idée un peu déprimante de la sobriété, comme, prix à payer, voilà, d'un mode de vie, qui serait délétère pour la société, pour le monde, pour l'environnement, cette idée de la sobriété comme renoncement justement, comme, voilà, ambiance fin de règne quoi, voilà, il y a pas le choix, il va falloir se serrer la ceinture, se priver et cetera. Vous avez goûté un certain confort, un certain bah, c'est fini, hem, pour moi, il faut sortir de cette logique. Faut pas, penser les choses en termes de renoncement, de négation, de privation, de punition, de réalisme et cetera. Non. Ce à quoi l'homme est appelé, c'est pas à vouloir moins, c'est à vouloir plus. Vouloir toujours plus, en abondance. Non pas simplement quantitative, mais qualitative. Et lorsque l'être humain se pose la question: «Qu'est-ce qui me rend plus vivant? Qu'est-ce qui donne davantage d'intensité à ma vie? Qu'est-ce qui me permet de vivre plus?» Eh bien, naturellement, il va être conduit à se dépouiller de certain nombre de choses. C'est-à-dire à faire le ménage dans tout ce qui empêche sa vie de vivre plus intensément.
Et la sobriété n'est que la conséquence de ce nettoyage. Vous voyez, un chef d'entreprise, ce qui est frappant, c'est qu'il est déjà dans une forme de sobriété. C'est-à-dire que pour développer toute l'énergie qu'il met dans son travail, tout ce temps qu'il passe pour son entreprise, mais combien de ménages il a fait dans sa vie, hein? Mmh. Combien de temps il n'a pas passé à ses enfants? Combien de temps il n'a pas consacré, rien qu'à se préoccuper de sa propre santé et Ouais. cetera? Donc c'est pas une vie de moine, mais il y a Mmh. quelque chose de l'ordre d'une discipline, d'un dépouillement en réalité qui Mmh. est assez grand. Bon, la vraie question qui est à ce moment-là à se poser, c'est pas de quoi je dois me dépouiller, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce Mmh. qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me donne l'enthousiasme de créer, de faire et cetera? Et à ce moment-là, heu, le, mmh, tout ce qui est un obstacle à ce qui nous éveille, découle naturellement. Il s'agit ni de se priver, ni de renoncer, mais de faire ce qu'on a envie de faire. Et à ce moment-là, le reste, forcément, il y a le ménage qui se fait. C'est ça pour moi la sobriété. Voilà. Donc, Mmh. j'aime beaucoup cette formule qui vient du Japon. D'ailleurs, c'était le titre que j'avais donné à cette conférence TEDx que j'avais fait pour l'école des mines. Absolument rien. Ah oui, c'est un koan japonais Mmh. qui dit: «Ce printemps dans ma cabane, absolument rien, absolument tout». Voilà. Et c'est parce que je veux le tout que je Mmh. suis prêt à renoncer à des choses qui pour moi sont secondaires et qui ne me rendent pas plus vivant. Voilà. Tout à fait. Effectivement, bah, oui, ça correspond parfaitement, à une journée type, on Ouais. va dire, d'un dirigeant. Il va pas être, concentré sur tout, justement, mais il va être concentré sur les choses qui ont le plus d'impact, dans son entreprise ou dans sa journée et dans sa décision surtout, sur laquelle il est le plus attendu. J'ai envie qu'on parle un peu plus de méditation. Je sais que c'est un sujet, que tu prônes énormément, même à l'école. Tu proposes même des méditations, en monde scolaire. Heu, Parlons-en en fait, Mmh. de comment de la valeur que tu attribues bien entendu à la méditation. Quelle est la meilleure façon de la faire? Parce que souvent les gens quand on leur parle de méditation ou quand ils connaissent pas ou quand ils pratiquent pas et en fait ils sont un peu perdus. Ils disent: «Ouais mais bon moi je me vois pas, rester silencieux comme ça, moi je vais m'ennuyer, donc bien entendu je manque de temps», bref toutes les choses qui font que quand on connaît pas ou en tout cas quand on n'a pas les bénéfices ou ressenti les bénéfices, bah, forcément on n'est pas c'est pas quelque chose qui va nous Mmh. attirer naturellement. Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire par rapport à tout ça? Donc pour Alors les enfants ouais, et pour les ouais. dirigeants. Alors moi, je suis parti d'un constat, c'est que Mmh. l'école moderne est née de la volonté de sortir le savoir des, qui était jusque-là transmis par les institutions religieuses, hein. La transmission du savoir se faisait, que ce soit d'ailleurs en terre d'islam ou en terre chrétienne, par des religieux. Et on a voulu sortir le savoir, la science de l'univers religieux, pour créer, hem, un discours à la fois rationnel, scientifique, un discours surréel qui soit pas forcément lié à une révélation religieuse. Et l'école moderne est née de ça. La science moderne a pris cette séparation. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que on a on a sorti des monastères le savoir, mais on n'a pas sorti le silence. Et ça, c'est un manque crucial. Mmh. Alors, il y a à l'école ce qu'on appelle des récréations, Mmh. des temps où on se défoule, on se retrouve entre amis, et cetera. Mais ce qui nous manque, c'est des temps de recréation, des temps d'espace. Et les élèves se retrouvent à enchaîner les cours les uns après les autres, sans respiration. Une musique sans silence, ça devient une cacophonie. Et devant le désarroi, moral et spirituel qui est celui de notre époque, je crois que cette absence de culture du silence, de culture de l'intériorité, eh bien, fait de gros dégâts. Donc on a des gens qui sont surdiplômés, qui sont parfois très brillants intellectuellement, mais qui manquent tellement de sagesse, voilà, qui Mmh. manquent tellement de sagesse. Et donc pour moi, le drame de la modernité, ça va être de promouvoir le savoir, mais en se temps coupé de la perspective de la sagesse. Et pour moi, ce que j'appelle la méditation,
c'est d'essayer de remettre en place des pratiques qui permettent à l'individu de renouer avec les forces de sagesse qui l'habitent. Alors, il y a différents types de méditation Mmh. et il y a la forme la plus simple que j'ai évoquée dans notre interview, c'est l'immobilité et le silence. C'est ce que Mmh. fait un musicien avant de jouer, c'est ce que fait un tennisman avant de Mmh. servir. C'est déjà de la méditation, ça. Mmh. Arrêter de courir, juste être là, être présent à ce qui est présent. Voilà. Retrouver une qualité de présence, d'attention, retrouver de l'espace en nous, voilà. Et puis, dans cette même fibre, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les méditations de pleine présence, mais c'est une étiquette. Mmh. Il s'agit de revenir en réalité à l'observation de ce qui est autour de nous et de ce qui est en nous, c'est-à-dire dans notre sensation corporelle, dans nos émotions, dans nos pensées. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi ça pouvait être important, y compris dans la relation à ses émotions, à l'écoute intérieure, l'intelligence émotionnelle, etc. Ça, je dirais que ce sont des types de méditation qui vous amènent à essayer de sortir du mental pour réatterrir. Il ne s'agit pas de se décoller, de s'envoler. Il s'agit de revenir à ici et maintenant. Et ça, c'est très, très précieux. Et puis, il y a une deuxième type de méditation, deuxième genre, qui vise, à travers des visualisations, à plutôt nous faire décoller. C'est-à-dire que nous conduire ailleurs. C'est la puissance de l'imagination de pouvoir nous conduire dans des expériences, dans des ressentis. Et ça, en termes thérapeutiques, en termes spirituels, c'est parfois très, très précieux aussi de mobiliser des visualisations. Et il y a des types de méditation qui mobilisent comme ça des symboles, des visualisations. Je dirais que beaucoup de rituels religieux le font aussi. Mmh. On mobilise ce qu'on appelle l'imagination créatrice. Et par exemple, on veut entrer dans un état de relaxation, comme le fait la sophrologie, par exemple, Mmh. eh bien, l'un des moyens très efficaces, c'est de mobiliser l'imaginaire, de mobiliser l'image. Et à ce moment-là, l'esprit se trouve capté, se met sur une autre fréquence. Et ça peut accélérer cette détente. Dans ce qu'on appelle la mindfulness, euh, le point de départ de la mindfulness, c'est vraiment de revenir à ici et maintenant, c'est de revenir à son corps, etc., ce qu'on appelle le body scan. Mais ensuite, John Kabat-Zinn s'est rendu compte que euh, il y a, c'est incomplet et que par rapport à son objectif, lui, qui était de permettre d'accompagner les gens qui avaient des douleurs chroniques, etc., les pratiques de visualisation peuvent être très, très précieux. Et, euh, et donc ça, c'est un deuxième type de méditation que on Mmh. est amené à faire et que j'ai été amené à enseigner parfois à des élèves. Ouais. Mais cette visualisation, je sais pas, je pratique la méditation moi-même, mais justement, on a souvent des images de notre quotidien. C'est-à-dire qu'on est plus, tiraillé par, ce que nous vivons et donc parce que le cerveau, il accumule comme image, Mmh. quotidiennement, plutôt que, vers quelque chose, qu'on ne connaît pas ou en tout cas qu'on peut, imaginer et qui sort de «l'ordinaire» entre parenthèses. Donc, y a-t-il un moyen de le faire correctement? Puisque tu en es un expert donc, Ouais. Alors, notre esprit est naturellement agité et quelle que soit la pratique que l'on fasse, par exemple le simple fait de porter son attention sur le souffle, le va-et-vient de la respiration, très vite, n'importe qui fait ça se rend compte que tout d'un coup son esprit est parti ailleurs pendant quelques instants, puis il s'en rend compte et il revient. La pratique de la méditation, c'est d'abord ça, c'est-à-dire c'est ce jeu sans cesse de distraction, rappel de l'attention, distraction, rappel de l'attention. Au départ, notre esprit, c'est comme une autoroute dans laquelle il y a plein de voitures qui passent, mais simplement par une pratique régulière, petit à petit, ça commence à se calmer. Une image qu'on donne beaucoup dans la tradition tibétaine, c'est d'une eau agitée. Et il faut un certain temps avant que la vase retombe et qu'on commence à y voir plus clair, qu'on soit plus clairvoyant. Voilà. Alors, il y a la clairvoyance, il y a la clairaudition, il y a la mmh, voilà, clairsentience, etc. Mais pour cela, il va falloir retrouver un certain calme de l'esprit. Et ce calme, pour le retrouver, ça se situe au niveau du ventre. Ce que les Japonais appellent le hara, c'est-à-dire le centre de vie, le centre de gravité de notre corps. mmh C'est pour ça que lorsque nous sommes agités, que nous voulons retrouver un certain calme, il faut renouer avec son souffle et surtout respirer de manière ventrale ou mmh, abdominale plutôt que simplement avec les poumons. mmh, mmh. Euh,
et allonger l'expiration. C'est exactement l'inverse que fait quelqu'un qui est stressé. Oui. Il a tendance à respirer uniquement avec les poumons et puis à accélérer la respiration et puis il a le sentiment d'avoir de moins en moins d'air, de moins Mmh. voilà. Et l'antidote, c'est de faire l'inverse, en fait. C'est de respirer avec le ventre, Mmh. allonger l'expiration, heu et petit à petit, au bout de quelques minutes, enfin même assez ouais, même 30-40 secondes, on sent que quelque chose commence à se poser, à se calmer. Alors tout ça est étudié d'un point de vue physiologique, hein, mais Mmh. c'est aussi vécu intérieurement. Et donc ça permet de justement d'éliminer petit à petit, le fait de vagabonder avec son esprit? Ou est-ce que c'est le fait de faire ça de manière un peu plus longue? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une notion de durée qui est importante dans la méditation? Parce que C tu as parlé de oui, de 15 secondes bien ouais. Ce entendu, qui est dans important, des c'est la situations. régularité. Mmh. C'est la régularité. Mmh. Hem, donc il vaut mieux, 5-10 minutes tous les jours plutôt que 3 heures une fois par semaine. Voilà. Oui. Hem, donc c'est parce qu'au bout d'un moment, cette expérience que l'on vit va se diffuser dans le reste de notre journée. Le but, final, c'est pas Mmh. de quitter sa vie pour faire des temps de méditation. Le but final, c'est que ce qu'on vit à travers ces temps qu'on arrache à notre vie quotidienne vienne se diffuser dans notre vie et ultimement, lorsque les choses se passent comme elles doivent se passer, on n'a plus besoin de prendre un temps de méditation. En fait, en même temps qu'on agit, en même temps, on est en train de méditer. L'action et la contemplation ne font plus qu'un. Mmh. Voilà. Nous sommes à la fois et c'est quelque chose qu'on pour tous ceux qui font du yoga, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans la tension de l'effort et en même temps, on est parfaitement détendu. Ça semble contradictoire et pourtant c'est Oui. possible. Mais pour pouvoir arriver à ce stade où la détente et l'effort ne font qu'un, eh bien, il faut d'abord artificiellement prendre des temps où on cultive ça. De la même manière, dans notre vie, parfois, il y a des tempêtes, Mmh. des choses vraiment voilà, très, très éprouvantes, et cetera. Mmh. Si on ne s'est pas préparé en amont à travers une certaine, vie intérieure, eh bien, c'est trop tard. Le moment où la tempête, bon, bah, on fait comme on peut, mais Mmh. on est complètement emporté par ça. Mais c'est dans ces temps d'accalmie où c'était pas la tempête, où on a cultivé cette vie intérieure, à ce moment-là, lorsqu'arrive la tempête, c'est comme les 3 petits cochons qui ont construit leur maison, hein, Mmh mh. Mmh. plus ou moins solidement. À ce moment-là, on est capable de traverser beaucoup plus facilement cette tempête et de pas se laisser complètement envahir et emporter par elle. Super. Un dirigeant, éveillé et connecté, comment il peut inspirer? Comment il peut aider, justement, toute son entreprise, entre parenthèses, bien sûr, il y a l'exemple, en donnant l'exemple, c'est clair, mais voilà, dans ses pratiques à lui, rares sont les occasions où il va pouvoir les partager, avec les collaborateurs, avec même son comité son COMEX ou ses managers rapprochés. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, en particulier, dans les discours, dans la présence, dans la façon d'être au quotidien, que tu conseillerais à un dirigeant pour justement, heu, diffuser Mmh. cet état d'esprit, dans l'entreprise et donc par conséquent, bah, tirer tout le monde Mmh. vers le haut? Je dirais que pour une vie qui est, très affairée comme, celui d'un chef d'entreprise, Mmh. ce qui est très important, c'est de sortir de la division et de la séparation entre ma vie de l'entreprise, ma vie intérieure. Heu, un chef d'entreprise n'est pas un moine dans un monastère, c'est pas un retraité, c'est quelqu'un qui doit considérer chaque moment de sa vie quotidienne dans son travail, dans l'entreprise, avec les différents interlocuteurs avec lesquels, comme la matière de sa vie spirituelle. Et, hem, et et ce chef d'entreprise est un être en chemin. Il ne prétend pas être immédiatement parfait, mais par contre, heu, de veiller à ce que chaque jour, à travers le miroir qu'il a Mmh. de lui-même, à travers ses interactions avec les autres, il voit le travail qui lui reste à faire et comment il peut progresser. Et autrement dit, c'est une chance et une occasion terrible, peut-être beaucoup plus précieuse que d'être dans un monastère ou d'être, dans une retraite, et cetera. Parce que là, on peut se donner de l'illusion: «Ah bah, voilà, finalement, j'ai la paix», et cetera. Non, c'est sur le terrain, dans la confrontation avec les réels, qu'on voit vraiment où on en est. Et donc notre vie quotidienne et les voilà, toutes
tout ce qui nos interactions avec les autres sont la matière même, le carburant de notre vie spirituelle. Et comment ça va s'incarner, se diffuser? Eh bien, ça va être dans la manière dont nous portons notre attention, notre regard, notre bienveillance pour nos collaborateurs, pour nos employés, la manière dont on accueille chacun, heu, non pas simplement dans sa valeur relative, mais dans sa valeur absolue. Ça va être cette capacité à être digne de confiance pour les autres, d'être fiable, cette capacité à être témoin, à pouvoir produire une vision pour son entreprise, hem, d'être source de confiance et aussi de prise de risque. Mmh. Hem, voilà, je dirais que c'est à travers ces différents éléments que, à ce moment-là, un chef d'entreprise, à la fois inspire confiance et peut être, source de rayonnement pour ceux qui l'entourent. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment, exceptionnel de t'entendre parler de ce sujet-là. Je sais pas si c'est peut-être la première fois que tu abordes, on va dire, ce parallèle entre, ta philosophie et le monde de l'entreprise. Moi, j'ai envie de te demander, pour justement finir cette conversation, passionnante, heu, s'il y a quelque chose que tu voudrais, laisser, aux personnes, à nos auditeurs, dirigeants ou pas, ou en devenir, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils gardent, de cet échange? Quelque chose de très précieux que tu as ressenti toi-même comme étant très très importante? Alors, plusieurs choses. D'abord, la 1re, c'est qu'il s'agit bien de comprendre pour chacun, quelle que soit notre place dans la société, que nous ne sommes pas d'abord venus au monde pour faire des affaires, mais pour faire ce qu'on a à faire. Hem, alors qu'est-ce qu'on a à faire justement? Hem, nous avons à être créateurs. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup de cette capacité de se mettre à l'écoute, mais se mettre à l'écoute pour que l'énergie de vie, la force créatrice puisse nous traverser et créer. Et créer, ça peut prendre plein de formes. Le chef d'entreprise, lui, il est appelé à être un créateur et c'est ça qui fera qu'il ne s'ennuie pas dans son travail. Mmh. Et donc, et d'être un créateur qui, hem, a le sentiment que ce qu'il fait, que ce qu'il produit fait sens pour lui, fait sens pour les autres, fait sens pour le monde, avec ce sentiment que, à travers le travail qu'il offre aux autres, à travers la prospérité qu'il offre pour son entreprise, heu, il ne nuit pas au monde et il contribue à à l'harmonie du monde, il contribue, hem alors bien évidemment, j'ai bien conscience du caractère concurrentiel à l'intérieur du monde économique, mais je ne crois pas qu'il y ait contradiction entre ce caractère concurrentiel et la nécessité de faire sa place et le fait de faire, de produire quelque chose ou de pro proposer un service qui qui soit au service de notre bien et de celui des autres, ouais. Et ça, je crois que c'est précieux. C'est précieux pour, nos employés qui ont le sentiment de participer à quelque chose, Mmh. voilà. Et on voit de plus en plus de jeunes aujourd'hui, face à la conscience des défis qui nous attendent, Mmh. hem hem, eh bien, qui veulent remettre cette question de l'être et du sens au cœur de leur vie professionnelle. Pas simplement la question de la quantité d'argent que ça rapporte. Voilà. Et puis dernière, ce sera une citation, c'est celle de l'Angélus Silesius qui dit: «Ami, où que tu en sois, de grâce, ne t'arrête pas». Voilà. Et c'est ce à quoi j'invite nos chefs d'entreprise. Magnifique. Merci beaucoup Reza. C'était, c'était un vrai moment de bonheur que de t'entendre et de te voir de plus près grâce à ce podcast. J'invite nos auditeurs à lire tes livres, qui sont juste, incroyables. Et puis surtout à écouter aussi tes conférences et pourquoi pas, nous rejoindre,
chaque année au colloque Quête de sens à Ben Grir, qui est juste un événement exceptionnel et qui permet justement de découvrir toutes ces belles pensées des uns et des autres qui allient à la fois la science, la philosophie et la spiritualité. Et je vous dis au prochain épisode et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de CEO Enlightenment. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Dans ce voyage, à travers l'expérience et la conscience des dirigeants, une vérité s'impose. Le leadership éclairé ne se mesure pas seulement en résultats, mais en alignement avec soi, avec les autres et avec le monde. Chaque décision, chaque choix est une opportunité de grandir, de transmettre et d'inspirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si nos discussions font écho en vous, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.